Sophie Cluzel, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Un mot pour commencer sur l'interview d'Emmanuel Macron ce matin dans le Figaro, interview très sécuritaire, avec notamment tout un passage sur la drogue. Il durcit le ton, consommateur, dealer, gros trafiquant, il veut frapper à tous les niveaux. Êtes-vous sur cette ligne ? Bien sûr que je suis sur cette ligne. D'abord parce que je travaille beaucoup avec les familles et que l'impact de la drogue sur l'état psychique, psychologique des enfants est catastrophique. Vous savez, tous les troubles sur les handicaps psychiques très lourds se développent à l'âge de l'adolescence, 17-18. Et l'addiction à des drogues est un facteur développant de ces troubles. Donc moi je dis haut et fort, voilà, nous avons une ligne. Eh bien tant mieux, parce que comme ça maintenant nous allons pouvoir faire de la pédagogie sur l'impact de cette drogue, sur justement la façon de travailler. Ça attaque le cerveau, il faut le dire haut et fort. Et donc je pense que les familles sont extrêmement rassurées sur cette ligne. Alors la France a passé en fin de semaine dernière la barre des 100 000 morts à cause du coronavirus. Parmi ces victimes, est-ce que vous avez les chiffres? Est-ce que les personnes handicapées ont été plus frappées encore que le reste de la population, notamment à cause de ce qu'on appelle les comorbidités? D'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour toutes ces familles qui ont eu du mal à accompagner pendant le deuil, parce que le deuil a été compliqué à mettre en place, donc aussi un impact psychologique important. L'Allemagne a rendu hommage à ces victimes hier, et la France le fera. De toute façon, nous sommes solidairement vraiment auprès des familles, ça c'est très important à dire. Bien sûr qu'il y a aussi un impact sur les personnes en situation de handicap. Alors, sur le premier confinement, justement, les établissements médico-sociaux étaient fermés avec une très grande protection, et je rends hommage aux associations qui ont assuré justement cette permanence d'accompagnement, avec très peu de décès de personnes en situation de handicap. Donc une vraie protection qui a été extrêmement efficace. Après, sur la deuxième partie, à l'automne, les établissements n'étaient pas fermés, tous étaient ouverts. Et on a eu surtout un très gros accompagnement psychologique à faire, très important. Donc une grande quand même protection, grâce justement à la mobilisation des associations gestionnaires qui ont extrêmement bien géré les conditions sanitaires. Mais bien sûr, parfois, il y a des vulnérabilités importantes, des comorbidités qui font que, Alors, je tiens à préciser justement qu'il y a des priorités de vaccination qui est très important. Expliquez-les, parce qu'on a l'impression que justement les personnes handicapées n'ont pas de priorité. Si, bien sûr que si. Toutes les personnes en situation de handicap, je rappelle qu'il y a à peu près 12 millions de personnes en situation de handicap, toutes n'ont pas eu besoin d'une priorité, parce que handicap n'égale pas vulnérabilité. Pour autant, certaines, oui. Et donc, dans les établissements, par exemple, médico-sociaux pour adultes, que ce soit les foyers d'accueil, les maisons d'accueil, aujourd'hui, on est à peu près à 82% de vaccination. Donc ça, c'est important à dire. Et puis, sur les autres, les foyers d'hébergement, où s'ouvre à la vaccination à partir d'aujourd'hui, justement, pour les foyers d'accueil, les foyers d'hébergement. Et puis maintenant, nous allons vers les personnes en situation de handicap qui ont des difficultés pour se déplacer et qui, justement, rentrent dans cette priorité de vaccination. Donc la priorité, c'est quand on a aussi des pathologies à risque, par exemple la trisomie, 4 fois plus de chances de faire une forme grave, 7 fois plus de décès. Donc certaines pathologies sont vraiment inscrites en priorité et sont déjà vaccinées ou sont en cours de vaccination. Et maintenant, nous faisons des équipes mobiles pour aller chez les personnes isolées qui ont des difficultés à se déplacer. Et donc là, vaccination de la personne et en même temps de son aidant, parce que c'est très important. Les aidants sont un pilier, 8 millions d'aidants en France, qui sont un vrai pilier de solidarité. Alors on a parlé des dégâts psychologiques du confinement sur les enfants, mais est-ce que les personnes handicapées n'en sont pas plus victimes encore socialement et professionnellement ? Alors, 2 choses. Nous avons mis en place un numéro, le 0800 360 360, pour justement les appels au secours un peu de besoin d'aide au répit, d'aide psychologique, quand vous êtes personne en situation de handicap ou en famille et qu'il y a un vrai besoin parfois de répit. Donc ça, ce numéro peut répondre à ces actions. Pour le travail, eh bien là, nous avons mis bien sûr l'activité partielle. Je rappelle que, par exemple, une famille qui a besoin de faire garder son enfant, quel que soit l'âge, c'est-à-dire même un adulte, peut bénéficier de l'activité partielle. Et puis, nous avons prorogé tous les droits des personnes en situation de handicap pour pas qu'il y ait une surcharge administrative en plus et des angoisses psychologiques pendant cette période. Donc, prorogation de tous les droits financiers pour justement les accompagner et, je veux dire, les soulager psychologiquement. La pression de l'épidémie crée des déprogrammations d'opérations. Est-ce qu'il y a dans notre pays des handicapés qui devaient être opérés en lien avec leur handicap et qui ne le sont pas ? Comme tous les Français, c'est un vrai sujet. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé tous les services de rééducation ouverts pour éviter les pertes d'acquis, justement, dans les rééducations. Très important, on a mis la téléconsultation tout de suite, par exemple pour l'ergothérapie, la kiné, pour la psychomotricité, pour continuer les soins quand il y avait une impossibilité de se déplacer. Donc on essaye de faire feu de tout bois, justement, pour diminuer les impacts. Mais évidemment, parfois, il y a des déprogrammations qui sont avec des impacts aussi sur les personnes handicapées. Vous remettrez en juin un prix de l'entreprise inclusive, en espérant qu'on sera en pleine relance économique et en déconfinement à ce moment-là. C'est-à-dire les entreprises qui intègrent des personnes handicapées à leur personnel. Est-ce que sur ce chapitre-là, la situation s'améliore en France ?
Eh bien, pour les personnes en situation de handicap, oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un manifeste inclusion signé par 140 entreprises en décembre 2019 et que nous avons activé vraiment avec toutes ces entreprises le fait que ça ne soit pas la variable d'ajustement sur la situation économique, l'emploi des personnes handicapées. Nous avons un plan de relance inclusif avec 100 millions d'accompagnement d'aide à l'emploi direct. Je tiens à le rappeler, c'est 4 000 € pour tous CDD de plus de 3 mois ou un CDI signé. Nous sommes à plus de 8 000 et 60% en CDI. Donc ça fonctionne. Et puis nous avons aussi du job coaching et ces entreprises, elles sont mobilisées, ainsi que les organisations syndicales et patronales, qui pendant 1 an, je les ai vues, la visio a rapproché, en fait, si vous voulez, et de façon très importante, l'interaction qu'on pouvait avoir. Avec une mobilisation générale, nous avons un taux de chômage qui baisse légèrement, mais qui baisse quand même. Donc on voit bien que Osons l'emploi, qui était toute la stratégie que nous avons mis en place, commence à vraiment porter ses fruits. Et le prix de l'entreprise inclusive va apporter une visibilité, une récompense ? Bien sûr, c'est en fait maintenant ces entreprises, en fait, elles se sont mises en association pour créer vraiment ce manifeste inclusion avec plusieurs prix de l'entrepreneuriat, prix de l'achat inclusif. Il y aura même un coup de cœur. J'ai réuni l'ensemble des 140 manifestes inclusion et ce sont les patrons qui s'engagent vraiment. Et maintenant, je veux dire, ils ont pris la main et ils vont même publier un baromètre avec des indicateurs pour voir où en sont les taux d'emploi, où en sont le nombre d'apprentis handicapés que l'on a pu avoir, où en sont le nombre de formations qui ont été faites. Il y a une vraie dynamique parce que les entreprises se sont engagées. Est-ce qu'on va pouvoir bientôt, entreprise par entreprise, mesurer cette inclusivité, si j'ose dire, avoir une sorte de notation ? Oui, ça ne sera pas une notation, ce sera vraiment ce baromètre que l'on met en place. On va le publier début juillet. Il a été créé avec les entreprises, pour les entreprises, pour tout simplement pouvoir publier cette dynamique qui est en place. Et ceux qui auront besoin d'aide, nous viendrons à leur côté. Je simplifie la lisibilité. La politique handicap a été faite à part pendant des années par des experts et des spécialistes. Nous avons remis le sujet au cœur de la RSE de l'entreprise en disant, eh bien oui, c'est un vecteur de RSE. Quand vous avez une politique dynamique, une RH inclusive, eh bien tout simplement, les jeunes vont venir frapper à votre porte beaucoup plus facilement. Donc on en a fait vraiment une dynamique. Alors, les élections régionales ont été confirmées pour la fin juin. Vous êtes tête de liste En Marche pour cette élection en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais comment faites-vous campagne sans pouvoir bouger, faire des meetings du porte-à-porte ? Alors d'abord, je suis candidate avec la majorité présidentielle et nos partenaires. Plus large qu'En Marche, oui. Exactement, puisque nous avons nos partenaires, Modem, Agir, Territoire de Progrès, qui sont avec nous. Nous avons lancé notre campagne avec une technologie hyper innovante, le 360. C'est-à-dire que c'était une caméra qui était installée chez moi et qui permettait d'inviter des acteurs et d'inviter des soutiens. Et nous avons lancé avec Sylvie Brunet, présidente du comité de soutien. Et dans mon salon, donc, j'ai pu parler avec les gens directement, avec Joël Giraud, Christophe Castaner, Sylvie Brunet, qui sont venus, Florence Parly, qui nous a fait une vidéo de soutien. Et nous avons échangé justement avec les acteurs engagés à mes côtés. Je ne suis pas toute seule. C'est une vraie équipe qui est derrière moi, pour une campagne qui se veut une campagne d'ouverture, justement, porter ce projet de la majorité présidentielle, élargi surtout à la société civile. C'est ce que je représente. J'incarne la société civile. Depuis 4 ans au gouvernement, je suis ministre de la société civile qui a mis en place vraiment des solutions. Je suis la ministre du quotidien des personnes en situation de handicap et c'est ainsi que je vais pouvoir justement faire une campagne au plus près des citoyens. C'est compliqué, bien sûr. C'est virtuel pour beaucoup. On commence à se déplacer. On va en respectant les règles sanitaires, bien sûr, ce qui est compliqué. Mais je veux pouvoir m'adresser directement aux habitants de la Provence, des Alpes et des Côtes d'Azur. Et vous pensez qu'il y a un appétit pour la société civile dans une région où on aime bien aussi les barons, la politique à l'ancienne ? Je pense qu'il y a de l'appétit pour tout dans cette région. Moi, je reviens de Marseille. Là, j'étais pendant 3 jours en campagne, justement. J'ai rencontré des chefs d'entreprise, des acteurs socio-économiques, de la vie associative, de la culture. J'ai rencontré aussi des élus. Donc, il y a une vraie richesse dans ce territoire qui a envie de travailler ensemble. Donc, c'est ça qui est intéressant. Le Rassemblement national est en tête des sondages dans cette région. Est-ce qu'à votre avis, le Front républicain jouera, comme d'habitude, pour lui barrer la route si nécessaire ? Bien sûr. Bien sûr, notre ennemi, c'est ce parti de la division nationale. Et c'est bien pour ça que moi, je fais un appel à l'ouverture massive pour être justement plus forts ensemble contre ces valeurs. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est porter un projet. Je veux que les électeurs viennent voter pour un projet et pas contre. Ça, c'est très important. Et ce projet, c'est un vrai projet d'une vision. D'ailleurs, le président de la République ne s'est pas trompé. Quand il veut une République apaisée, eh bien, nous aussi, vraiment, les habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils ont envie de cet apaisement, de ce besoin de relance. Nous allons sortir tout doucement de cette crise sanitaire. Nous devons être prêts pour le rebond.
pour cette relance économique, sociale, culturelle, si importante dans la vie quotidienne. Eh bien, c'est ça qu'on veut proposer, justement, travailler ensemble pour aller plus vite à la sortie de crise. Alors, Renaud Muselier, le président actuel, persiste et signe. Il prend l'exemple de la Bavière. Il a donc bien fait de préempter des doses de vaccin russe Spoutnik. Est-ce que vous êtes convaincu ou est-ce que vous maintenez que ce n'était pas une chose à faire ? Je pense que le gouvernement s'est exprimé là-dessus, dans l'ensemble. Je pense que nous devons une équité sur le territoire français. C'est la ligne que nous avons suivie depuis le début. Donc laissons, nous allons avoir des doses qui arrivent massivement, puisqu'il va y avoir plus de 1,7 million de Pfizer qui va arriver. Le calendrier de la vaccination est en place, la logistique aussi. Suivons ce cap pour être prêts justement pour pouvoir avoir de nouveau une vie sociale et une vie élective le 20 et le 27 juin. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire, Renaud Muselier ? Un coup politique ou il y a une pression de la population pour jouer égoïste ? Alors écoutez, non, je ne pense pas. Ce n'est pas une pression de la population pour jouer égoïste. Il y a certainement de la pédagogie à faire sur les différents vaccins, puisque malheureusement, vous avez vu ce qui s'est passé à Nice sur l'AstraZeneca. Donc il faut qu'on... Moi, je vais me faire vacciner cette semaine sur l'AstraZeneca. Donc je dis haut et fort, je suis dans les clous puisque j'ai 60 ans, ça y est, donc je suis très très attentive. Et vous êtes en confiance avec ce vaccin ? Complètement en confiance, et je le dis haut et fort. Je veux dire, donc sur les tranches d'âge que le AstraZeneca est prévu, il faut y aller massivement. Le vaccin, c'est notre clé de la liberté. Il faut bien le dire haut et fort. Plus on sera vacciné, plus on pourra avoir une vie normale. C'est très important de le dire. Sur la vision économique et sociale de la région, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous sépare de manière rédhibitoire de Renaud Muselier ? Non, il n'y a rien de rédhibitoire, bien sûr que non. Il y a des choses, moi je viens en complémentarité des choses qui ont été faites. Moi, ma politique, ça a été ça. En 4 ans, jamais j'ai détricoté des choses qui fonctionnent. Je donne des coups d'accélérateur et je veux être en proximité des Français. En revanche, ce que je remarque, c'est quand j'ai justement été dans les différents territoires, Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Vaucluse, il y a une inéquité territoriale encore d'accès aux services publics, par exemple, ou d'accès tout simplement à la même qualité de vie. Donc il faut qu'on travaille sur cette équité territoriale. Il faut qu'on rapproche, qu'on mette de la justice sociale vraiment sur l'accès à l'apprentissage, l'accès à la culture. Donc là, on a un gros travail de gouvernance beaucoup plus horizontal, je pense, de la région, et donc rapprocher la région des territoires. Si vous êtes élue présidente de région, quelle sera votre première décision ? D'abord, je serai une présidente au service de la région. Ça, c'est indéniable. Et mon grand axe, ce que je veux, c'est vraiment avoir un axe de valeur sur la jeunesse. Je veux accompagner la jeunesse. Ça sera mon programme. Partout, dans l'accès au sport, dans l'accès à la culture, dans l'accès à la formation, dans l'accès à la mobilité, au transport. J'axerai toute ma politique parce que c'est la jeunesse qui a trop souffert depuis 1 an. Elle est vraiment à accompagner et nous devons être à leur côté pour ce rebond. Je l'accompagnerai aussi dans l'accès à l'emploi. Je mobiliserai, comme j'ai fait le manifeste inclusion, je mobiliserai les entreprises, les chambres consulaires, les syndicats, les patronaux pour en faire un vrai projet de mobilisation générale. Sophie Cluzel, merci. Bonne journée. Merci beaucoup.